Les succursalistes terminent la guerre au bord de la faillite. Par exemple, Goulet-Turpin, qui a été fondé à Reims en 1874, est passé de 30 à 45, de plus de 700 succursales à 7. En 15 ans à peine, leur réseau a été divisé par 100. Et certains succursalistes français à l'époque se rendent aux États-Unis en 47 pour s'inspirer du modèle américain du libre service. Et dès l'année suivante, d'ailleurs, Goulet-Turpin va ouvrir le premier magasin de libre service en France, en étant suivi après par d'autres succursalistes, même si les résistances à ce modèle sont très fortes à l'époque, parce que les Français considèrent le libre service un peu comme un magasin de droite qui a été importé des États-Unis pour détruire des emplois, des petits emplois. D'un côté, vous avez des consommateurs qui veulent continuer à être servis parce qu'ils payent après tout, et puis vous avez de l'autre côté des commerçants qui eux craignent les vols, les mauvais comportements. Et à Paris, c'est un entrepreneur courageux qui va lancer la même année le premier magasin discount en libre service. Ça s'appelle Tati et lui s'appelle Jules Wacky. Il voulait démocratiser le textile et puis ce qu'on a appelé après le bazar dans un quartier populaire, Barbès, avec la vente à vrac dans des bacs à fouilles qu'il a inventés. En Allemagne, dans le même temps, c'est deux frères, les frères Albrecht, qui vont transformer un magasin familial extrêmement austère, qui fait 100 mètres carrés près de Magdebourg, en un magasin libre service de hard discount. Ils vont inventer ces magasins où il y a une gamme très limitée, mais avec des prix cassés, et ils vont développer Albrecht Discount, donc Aldi, dans les deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, qui sont traumatisées à l'époque par les blocages, par les rationnements et par les pénuries qui sont permanentes. Des pénuries qui sont provoquées par plusieurs facteurs. 1. Le contrôle des prix. 2. La cartélisation de l'économie. 3. Les quotas d'importation. Mais surtout, la répression financière en fait, des vainqueurs de la guerre et la quasi-absence à l'époque de commerce international en Europe. D'ailleurs, aujourd'hui encore, plus de la moitié des Allemands déclarent choisir un produit en fonction de son prix et 98% des ménages allemands se rendent au moins une fois par an chez un discounter. Les principaux discounters d'ailleurs dans le monde sont des groupes allemands. En France, on a une autre vision, une vision de combat, qui est portée par l'ancien séminariste Édouard Leclerc, qui ouvre en décembre 1949 à Landerneau une petite épicerie de 16 mètres carrés. Il y vend des aliments de toute première nécessité, en libre service, à des particuliers, mais à des prix de gros. Et il va développer tout au long des années 50 ce qu'il appelle son mouvement, le mouvement Leclerc, un mouvement de centres distributeurs qui va devoir affronter très violemment, au coup de poing, les grossistes et les petits commerçants, qui sont tous les deux menacés par la place qu'il prend sur le marché de la distribution. Parce que le coût moyen de la distribution à l'époque, il est majoré. Il est majoré d'abord par le maillage disproportionné de petits commerçants qui vivent trop mal de leur travail, mais qui doivent prendre des marges pour survivre. Et il est aussi morcelé parce que le droit à l'époque favorise certaines coopératives d'entreprise ou d'administration, la CAMIF par exemple, qui est créée en 1947 pour les enseignants, ou la FNAC, qui a été créée en 1954 pour les cadres. Ces coopératives, ce sont des héritières en fait des économas. C'était des magasins ou des centrales d'achat qui avaient été créés par des employeurs, des patrons sociaux, des grands patrons, à usage exclusivement interne pour leurs ouvriers, pour leurs collaborateurs, tout simplement pour aussi limiter la hausse des salaires. Et à l'époque, il faut comprendre que la fiscalité n'encourage pas non plus le développement de la grande distribution, parce que la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été créée en 1954, va s'étendre au commerce de détail en 1966, et donc au consommateur final. Finalement, c'est le développement de formes modernes en fait, de distribution qui n'est pas encouragé, même par les industriels d'ailleurs, qui craignent la libre concurrence et qui vont pousser par exemple un autre pionnier qui s'appelait Centre Achat et qui pratiquait sur 2500 m² à Paris la vente de produits électroniques avec 20% de rabais. Et dès 1958, un an après sa fermeture, il est poussé à la fermeture parce que les fournisseurs, les industriels, font du refus de vente, ce qui est aujourd'hui interdit. Ce qui est sûr, c'est que en démontrant que ces défaillances de l'appareil de distribution français sont un obstacle à l'expansion économique du pays, Leclerc va pouvoir changer la donne. Et Leclerc, à l'époque, il est soutenu par le général de Gaulle, soutenu en secret, en cachette, parce que de Gaulle craint que l'inflation n'annule les effets de la croissance. Alors de Gaulle commande un rapport, le fameux rapport Rueff-Armand. Et ce rapport, il évoque très explicitement, il les nomme les obstacles à cette révolution commerciale. Et je les cite. 1. La répartition défectueuse des points de vente. 2. L'emploi insuffisant des méthodes commerciales modernes, ils veulent dire américaines. 3.
les inégalités juridiques et fiscales dont on vient de parler. Et 4, le maintien d'un écart excessif entre le prix de détail et le prix de production, c'est-à-dire les marges, les grossistes qui se gavent. Et Leclerc va réussir à ouvrir une brèche pour le transformer. Je vous invite à regarder 5 colonnes à la une où il raconte dans sa petite épicerie son combat. Parce que De Gaulle se dit, si on met en avant Leclerc, et si Leclerc arrive à baisser le coût de la vie, eh bien il pourra limiter la pression pour l'augmentation des salaires qui peut freiner la croissance française. Cette aventure finalement était médiatique, mais elle était surtout politique. Elle va attirer l'attention d'énormément de commerçants qui, eux, veulent apporter une approche productiviste américaine à cette révolution de la distribution en France, malgré les résistances. Il y en a un qui s'appelle Marcel Fournier. Et d'ailleurs, il va ouvrir en 59 son premier magasin qui s'appelle Carrefour à Annecy pour réagir à l'ouverture d'un centre Leclerc en face de son petit commerce. Et avec quelques autres, dont son associé De Forêt, mais aussi ses concurrents Bernard Darty de la marque éponyme, Christian Dubois, le fondateur de Castorama, André Essel, le fondateur de la Fnac, Paul-Louis Allais, qui était le patron de Continent. Ceux qui ont grandi comme moi j'étais à Bron, à côté de Vaux-en-Velin, on avait un Continent, ça a été racheté par Carrefour plus tard, c'était le partenaire de l'équipe de France. Il y a les Mulliers, que vous connaissez bien, parce qu'ils sont tout simplement derrière Auchan et derrière une centaine de grandes enseignes. Il y avait aussi les Duval-Lemonnier de Promodes, et tous, ils vont se rendre à Dayton, dans l'Ohio, pour assister au séminaire d'un gourou colombien assez hallucinant, qui s'appelle Bernardo Trujillo. Et ces séminaires, ils concernent justement les méthodes marchandes modernes. Ils sont organisés, ils sont financés par NCR. C'est le leader des caisses enregistreuses depuis 1884. Et ils vont attirer, entre 57 et 65, 11 310 participants venant de 60 pays, dont 2347 français. Et tous les slogans de Trujillo, comme No Parking, No Business, ou Un îlot de perles dans un océan de profit, s'enseignent encore aujourd'hui, près de 7 décennies plus tard, dans toutes les écoles de distribution. C'est lui d'ailleurs, Trujillo, qui a inspiré la création des supermarchés en France, et puis plus tard, des hypermarchés. Le premier, on l'a dit, c'est Goulet-Turpin, qui en 57 va créer un supermarché, et puis ensuite, les Dogs de France, son concurrent, va suivre en 58. Au départ, ils apportent rien en termes de prix, rien en termes d'exhaustivité de l'offre, et même rien en termes de profondeur de gamme. C'est juste que c'est du libre service. Mais dès 61, cet objectif de modernisation commerciale va apparaître très clairement. Leur objectif, c'est la construction d'un capital, d'une fortune, grâce à une rationalisation des activités et grâce à des stratégies publicitaires qui visent justement cette péréquation des marges. Venez pour acheter un produit à très faible prix, puis on vous vendra tout le reste. Et la réaction des petits commerçants et des artisans face à l'arrivée des grandes surfaces, elle est politique. Elle réveille le fond corporatiste du pays dont on a déjà parlé, et ça s'appelle le poujadisme. Poujade, c'est Pierre Poujade, il a créé en 1953 l'UDCA. C'est l'Union de défense des commerçants et des artisans, parce qu'il voulait lutter contre la fiscalité. Dès 1956, il va réussir à faire élire 52 députés, dont un homme que vous connaissez bien, qui est son délégué national, qui est l'animateur de la branche jeunesse du CDCA, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. À l'époque, il a 27 ans. Et pour gagner le cœur des consommateurs, les industriels sont obligés de développer des standards de qualité et des techniques de communication, de packaging, de marque, etc. C'est là qu'ils comprennent que la production de masse nécessitera, quoi qu'il en coûte, une consommation de masse et donc une vente, une distribution de masse. Ils acceptent que les distributeurs prennent leur part du gâteau. Leclerc, à l'époque, se convertit au supermarché en libre service, c'est en 62, et son fameux opposant d'Annecy, Marcel Fournier, va inaugurer l'année suivante le tout premier hypermarché du monde. Il est à Sainte-Geneviève-des-Bois, et sur 2600 mètres carrés, il propose une offre pléthorique, qu'elle soit alimentaire ou non alimentaire, avec, on disait no parking, no business, mais le parking est 2 fois plus grand que le magasin. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, s'y est rendu en juin 2023 pour fêter son 60e anniversaire. Ce magasin, il était rentable, il était amorti dès sa 3e année. On l'appelait l'usine à vendre. Et à l'époque, Carrefour a été copié immédiatement par Auchan, par Rallye, par Continent, par Cora, par Euromarché, par Casino. En 69, alors que près de la moitié de ses adhérents vont le quitter pour fonder le futur Intermarché, Édouard Leclerc est acculé, il est obligé de se convertir lui aussi à l'hypermarché. Et le visage de la France se transforme à ce moment-là pour aujourd'hui laisser place à un marché de la grande distribution où Leclerc, justement grâce à ses hypermarchés, est toujours le leader incontesté.